Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 5 octobre 2024 avec comme titres principaux, on a Vuhledar, aussi appelé Ugledar, qui est tombé entre les mains des Russes. Alors pour ceux qui me suivent, nulle surprise, ça fait des mois, des mois et des mois que je vous dis quel va être le destin d'Ugledar, qui était absolument inéluctable. Et ça, toutes les semaines, je vous donnais le point sur Ougledar et la tenaille qui se resserrait toujours plus autour de cette ville-là, ville-forteresse. Et comme je vous le dis depuis des semaines et des semaines, c'est la dernière forteresse du front. Ougledar, ville symbolique énorme pour les Ukrainiens, symbole de la résistance ukrainienne et qui est tombé sous les assauts russes. Il y a des drapeaux russes un petit peu partout dans Ougledar. Alors ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que non seulement Ougledar est tombé, bien entendu, il ne pouvait en être autrement. Et moi qui lis 4 ou 5 journaux ukrainiens quotidiennement, ils en parlent très peu. Voilà, je tenais à souligner que dans les journaux ukrainiens, ils en parlent très peu de la perte d'Ougledar et je comprends les médias ukrainiens parce que ça ferait que remuer le couteau dans la plaie. Tout le monde sait que Ougledar est tombé en Ukraine et ça a fait un coup au moral absolument terrible pour les Ukrainiens qui, je le rappelle encore une fois, tenait énormément à cette ville forteresse, énorme symbole, le dernier symbole de la résistance des Ukrainiens concernant le conflit russo-ukrainien. Donc c'est absolument terrible. Vous notez que les grands médias occidentaux en parlent peu. Ils en parlent parce qu'ils sont obligés d'en parler à cause des réseaux sociaux, donc ils en parlent. Beaucoup minimisent la prise d'Ougledar, alors qu'en réalité c'est une prise énorme pour les Russes. Hein. N'oublions pas que cette ville-forteresse a tenu 31 mois. Ougledar fait partie des ex-villes-forteresses qui ont été fortifiées dès le début 2015 à l'image de Mariupol, Soledar, etc. Je ne vais pas tous les nommer. Je fais un petit rappel parce que beaucoup le croient, mais Bakhmut, donc qui s'appelle maintenant, quoi, depuis des mois, Bakhmut maintenant s'appelle Artyomovsk, c'est-à-dire a repris son nom russe. Donc Bakhmut n'était pas une ville forteresse, hein, même s'il y a eu plus de 9 mois de conflit. Ce n'était pas une ville forteresse, c'était vraiment deux armées qui s'affrontaient là-bas. Alors évidemment, Ougledar tombant, ben, ça va donner des options supplémentaires d'avancement pour les Russes. Donc concernant le front, ben, Ougledar tombe, donc ça va faire une autoroute pour qu'ils aillent plus profondément dans l'ouest de l'Ukraine. Et après Ougledar, évidemment, en second va tomber Pakrovsk et ensuite Tchassiviar, tout du moins selon moi. Alors évidemment, Ougledar, c'est un grand symbole. Pakrovsk, c'est un symbole encore plus grand, mais pour les armées ukrainiennes, puisque Ougledar ne change pas énormément de choses sur le front. La prise de Pakrovsk, qui a un énorme nœud logistique, va changer beaucoup, beaucoup de choses sur le front ukrainien. Et quand Pakrovsk sera prise, ben, là, les Russes vont avancer de manière très, très, très accélérée. Et Tchassiviar, énorme verrou, hein, là, c'est pas un nœud logistique, mais c'est un énorme verrou. Quand Tchassiviar tombera, ben, les Russes
pourront atteindre leur Graal depuis le début de la guerre, hein, comme je vous le dis depuis plus de 2 ans, c'est-à-dire prendre Kramatorsk et enfin Slaviansk. Et comme je vous le dis depuis 2 ans aussi, chaque point sur l'Ukraine, pour moi, mais ça ne reste que mon avis, quand Kramatorsk et Slaviansk tomberont, ben, ce sera fini de la guerre en Ukraine. Ce seront les derniers gros symboles. Et à partir de là, ce sera fini, mais ça ne reste que mon opinion. Donc concernant le front, bah, les Russes avancent toujours bien évidemment un peu partout. Sur Vovchansk, ça stagne un petit peu depuis 2 semaines, 3 semaines. Là, les Russes ont repris l'avancée sur Vovchansk. Vovchansk, je vous le rappelle, c'est le front nord, Lipsi-Vovchansk. Donc c'est le front qui est juste au-dessus de la ville de Kharkov. Et enfin, concernant Kursk, l'oblast de Kursk, eh bien, bah, les forces ukrainiennes se réduisent comme peau de chagrin. Là, cette fois, plus lentement qu'il y a 2 semaines, mais ça se réduit petit à petit jusqu'à ce qu'il ne restera plus rien. Alors, comme je parle de Kursk, j'en profite pour vous dire que les Ukrainiens ont fait une tentative désespérée, c'est-à-dire ils ont bombardé la centrale nucléaire de Kursk. Voilà, carrément. Bon, heureusement, les systèmes de défense antiaérien russes ont bien fonctionné. Donc, c'est extrêmement grave, parce que là, c'est une grosse attaque sur cette centrale nucléaire de Kursk. Comme je l'ai marqué dans le titre, Zelensky est désespéré, donc il fait un acte désespéré, heureusement qui a échoué. Mais en insistant, on ne sait pas ce qui peut arriver, hein. Nul système n'est infaillible. Alors maintenant, bah, pour le reste, on a Zelensky qui est revenu de New York, donc il est revenu complètement bredouille, très en colère même, parce qu'il y a eu des événements à New York. On a carrément Zelensky qui a insulté l'État brésilien et l'État chinois en refusant de manière insultante leur plan de paix. Il aurait pu dire ça de manière diplomatique, mais non, on sent qu'il a été furieux puisqu'il a pris la parole aux Nations Unies juste après qu'il ait vu Joe Biden, et Joe Biden qui lui a dit, sans surprise, qu'il n'aurait pas le droit de frapper avec des missiles longue portée en profondeur en Russie. Encore une fois, je vous avais annoncé cela bien à l'avance. Je vous avais dit que ce sera un miracle que Joe Biden lui donne l'autorisation, vu que Lloyd Austin ne voulait pas, Jake Sullivan, donc le chef de la sécurité des États-Unis, ne voulait pas, Lloyd Austin, donc le ministre de la Défense américaine, ne voulait pas, et le Pentagone ne voulait pas. Comme c'était annoncé, comme je vous l'avais déjà montré il y a un mois, je vous avais montré l'article de Patrick Ryder, aussi appelé Pat Ryder, qui est le porte-parole du Pentagone et qui avait dit que la politique du Pentagone ne changerait pas quant à la demande de Zelensky pour une frappe en profondeur en Russie. Patrick Ryder l'avait dit, donc le porte-parole du Pentagone, je vous avais montré l'article. Donc nulle surprise quant à ce qu'a dit Joe Biden à Zelensky, c'est-à-dire un non clair et net. Donc ça expliquerait le fait que quand Zelensky ait pris les paroles aux Nations Unies, il ait été très âpre, très irrité, furieux même pourrait-on dire, et qu'il s'est lâché vis-à-vis du Brésil et de la Chine, mais erreur grave, bien entendu, erreur très grave même qu'il ait fait ça, étant donné sa position extrêmement fragile. J'en profite pour vous rappeler que Zelensky, en réalité, n'est plus président depuis le 27 mai, hein, que là, le fait qu'il soit toujours là, ce n'est pas du tout légal. Normalement, c'est le président de la Rada qui devrait représenter l'Ukraine. Donc là, il s'accroche désespérément à son poste, bien évidemment, et en plus de cela, ben, il est de plus en plus détesté de par le monde, hein, si c'était encore possible.
En tous les cas, voilà, donc Zelensky ne fait que s'enfoncer. Et de toute manière, bien entendu, il sait depuis très longtemps déjà qu'il a perdu, puisqu'il savait que les nations, depuis déjà au moins un an et demi, les nations occidentales commençaient à le lâcher, comme je vous le disais dans les points sur l'Ukraine. Et exactement comme le destin inéluctable de l'Ukraine, c'est-à-dire le destin de l'Ukraine, ça va être de capituler vis-à-vis de la Russie, ça semble inévitable. Eh bien, déjà, c'était très clair il y a un an et demi. Et déjà à l'époque, bon, les Occidentaux l'avaient compris et commençaient à lâcher Zelensky en donnant de moins en moins d'aide à l'Ukraine. Ça s'est fait très graduellement, à l'image du destin de l'Ukraine, comme je vous le dis à chaque conclusion des points sur l'Ukraine. C'est-à-dire c'est comme un homme qui tombe, mais filmé au ralenti. On connaît le résultat, mais c'est au ralenti. Eh bien, la baisse des aides à l'Ukraine a été au ralenti, tout pareil, puisqu'elle a commencé il y a environ un an et demi, quand il y a eu le fiasco de la grande offensive ukrainienne en août dernier dans la région d'Orirov, et qui a été une véritable catastrophe. À partir de ce moment-là, c'en était fini des espérances de l'Ukraine, et les Occidentaux l'avaient bien compris. Mais évidemment, Washington voulait affaiblir au moins la Russie en espérant un miracle en attendant. Donc ils n'ont cessé d'armer et de financer l'Ukraine malgré tout. Malgré tout. Tout cela pour la communication et pour avoir comme but ultime, c'était le plan B, d'affaiblir au maximum la Russie. Et ils se sont trompés encore une fois, ils se sont trompés sur tous les tableaux depuis 2014, depuis le coup d'État américain à Kiev. Ils se sont trompés dans toute leur stratégie, toutes leurs prédictions, et ça n'a fait que renforcer la Russie, qui maintenant va peut-être avoir de nouveaux oblasts, étant donné que aux grandes dames de l'Ukraine qui voient l'aide de plus en plus réduite des Occidentaux, le menant à la perte de l'Ukraine inévitable, mais accélérant cette perte, eh bien, le fait qu'il ait été furieux et qu'aux Nations Unies, il ait rejeté les deux plans de paix du Brésil et de la Chine, cela a choqué beaucoup de grands médias occidentaux. Par contre, secrètement, cela réjouit Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine a dû parler avec Lula, a dû parler avec Modi, a dû parler avec Xi Jinping, parce que ces trois entités voulaient proposer un plan de paix à Vladimir Poutine, qui bien entendu n'en voulait surtout pas. Vladimir Poutine ne veut entendre parler d'aucune négociation et d'aucun plan de paix, ou alors, s'il y a négociation et plan de paix, uniquement sur ses termes à lui, et ses termes à lui, on les connaît, pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, les oblasts déjà pris restent définitivement russes, incluant la Crimée, dénazification de l'Ukraine et désarmement évidemment de l'Ukraine, avec cerise sur le gâteau, évidemment une disparition totale de toutes les milices néo-nazis en Ukraine, donc trois principalement, le bataillon Azov, le secteur 3, c'est-à-dire Privet Sector, et la dernière faction qui est la faction Stepan Bandera, les trois plus puissantes. Voilà, bon, bref, introduction fort longue. Je m'arrête là. Comme d'habitude, cette vidéo est en trois parties. Les informations générales, avec beaucoup d'articles comme d'habitude, qui seront suivis de la conclusion. Et enfin, la carte militaire, afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain, sur le front. Voilà, commençons. Alors on va commencer avec un article de Politico qui nous dit « La Russie resserre son emprise sur la région de Donetsk en capturant une ville ukrainienne clé ». La ville ukrainienne clé, c'est Ougledar. Les forces de Kiev ont dû se retirer pour éviter l'encerclement. Donc on verra que la brigade qui a dû se retirer, c'est la 72e brigade, qui est une brigade d'élite ukrainienne, mais je vous en dirai plus après. Que peut-on lire ?
Ougledar est une ville minière de charbon située à une hauteur stratégique, ce qui a permis aux forces ukrainiennes de la défendre avec succès pendant plus de 2 ans jusqu'à ce que les troupes russes en détruisent la majeure partie et parviennent à la contourner par les flancs sud et ouest. Alors, pourquoi je vous ai mis ça en surlignage? Parce que Ougledar, c'est une ville minière et que là, il y a 2 infos importantes. Déjà, c'est une ville minière de charbon, donc qui a été d'une importance stratégique concernant l'énergie pour l'Ukraine, et qu'elle était surélevée par rapport aux Russes. Et le fait que les Ukrainiens, les soldats ukrainiens aient du charbon à profusion, ça leur a permis de tenir longtemps, tout du moins pour faire cuire les aliments et se chauffer. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand vous êtes encerclé, quoi, plus ou moins encerclé, hein, parce que il l'était virtuellement à cause des nombreux bombardements tous les jours concernant les lignes d'approvisionnement. Donc évidemment, l'approvisionnement est très difficile. Et quand vous avez des quantités énormes de charbon et que le fait que vous puissiez faire chauffer vos aliments sans avoir besoin d'électricité et vous chauffer tout court, c'est d'une importance en réalité capitale. Et c'est pour ça que la ville a tenu. Alors c'est aussi pour ça que j'ai souligné ces détails qui semblent anodins, mais qui sont en fait très importants. Donc résumons, c'est une ville minière de charbon, donc c'est une ville très importante pour l'Ukraine. Elle était en hauteur, ce qui a permis d'avoir une défense efficace, beaucoup plus facile tout du moins. Et ça a permis aux hommes à l'intérieur de tenir beaucoup mieux que d'autres villes du fait de la profusion du charbon à l'intérieur de la ville, parce qu'évidemment c'est une ville forteresse et ils avaient fait d'énormes réserves, tout du moins c'est ce qu'ont conclu les Russes quand ils ont pénétré dans la ville, quand ils ont vu les énormes stocks de charbon qu'avaient fait les soldats partout là où ils étaient. Bref, les forces russes sont entrées à Ougledar le 30 septembre et le gouverneur régional de Donetsk, Vadim Filashkin, a fait état de combats se déroulant dans la ville où se trouvent encore 100 civils sur 14 000, ça c'était avant la guerre, mardi. Alors comme je vous l'avais dit à ce moment-là, alors je vous l'ai dit moi un petit peu plus tard, je crois que c'était le jour d'après, il me semble. Bon, bref, je vous avais dit que et je vous avais montré le schéma militaire, que c'était par l'est qu'ils avaient pénétré la ville. Mykola Belieskov, chercheur à l'Institut national ukrainien d'études stratégiques, a déclaré qu'après Ougledar, les Russes se concentreront sur Kurakovie, ce qui leur ouvre une autre porte d'entrée pour attaquer Pakrovsk, une ville stratégiquement importante pour la logistique de l'armée ukrainienne dans la région. Alors effectivement, là c'est très important. Là c'est 3 villes qui ont été nommées, qui sont les points les plus importants sur le front au moment où je vous parle. Hein, donc Ougledar, Kurakovie et Pakrovsk. Effectivement. Alors là, très vite, je vous montre un bout de la carte militaire pour vous situer où sont ces 3 villes importantes. Donc là, vous voyez Ougledar, Kurakovie, Pakrovsk. Donc vous voyez qu'ils sont juste à côté de la grande ville de Donetsk, qui est ici. Voilà, c'était juste pour vous situer. Là, on va voir un extrait télévisuel d'un média ukrainien qui interroge un officier ukrainien de la 68e brigade Jäger basée à Pakrovsk. Et là, la journaliste lui pose des questions à cet officier. Je vais vous traduire au fur et à mesure. Якою ви бачите подальшу ситуацію на Донбасі? Які ви бачите перспективи? Comment voyez-vous la situation au Donbass? Quelles en sont les perspectives concernant les choses les plus stratégiquement importantes? Зокрема, довкола таких стратегічно важливих міст, як Покровськ, Курахове, Вугледар. Alors, par exemple, à Pakrovsk, Kurakova ou Ougledar.
Alors là, fait bien de parler de ces trois endroits, puisque ce sont les trois endroits très chauds en ce moment sur le front, et ces trois-là sont très importants. Alors juste pour la petite info comme ça, Kurakovo ou Kurakowie, c'est immédiatement à l'ouest de la ville de Donetsk et c'est la ville qui utilise principalement les obusiers César pour bombarder la ville de Donetsk. Je fais une petite précision comme ça. Та якщо найближчим часом наше вище руководство не прийме ніяких мір, не привезе на ці напрямки резерви, то буде все дуже Donc si le gouvernement nous apporte pas très rapidement des réserves, eh bien les choses vont très vite aller très mal. дуже печально, тому що противник переважає нас сотні раз і Parce que l'ennemi a un avantage de centaines de по fois боєкомплектам, і по людям, і concernant les munitions, les gens et les drones. по FPV, і по дронам, по всім своїх засобам, і по ребу також. Bref, dans toutes les façons possibles, ils sont beaucoup plus puissants. І хто що має зробити, коли ви кажете керівництво, ви кого маєте на увазі? Я Alors, qu'est-ce qui peut être fait Qu'en pensez-vous маю на увазі, щоб резерви підтягнули, тому що у нас критично вистачає людей. Alors, je pense qu'il faut qu'on nous apporte des réserves, donc des réserves d'hommes, puisque nous avons épuisé jusqu'à un point critique nos réserves propres de soldats. Критично низький рівень боєприпасів у нас, немає можливості постійно. Nous sommes à un niveau très critique concernant les munitions et nous ne pourrons pas résister à leur attaque constante, attaque russe bien sûr. Стримувати ці їхні безкінечні штурми на наші позиції. Воїни наші мужньо тримають оборону, але ви розумієте, що вони також мають свої ресурси. Я маю відео. Alors nos combattants combattent bravement, mais ils n'ont pas assez de ressources pour résister. Моральний і фізичний, вони устають дуже сильно Et en plus, leur morale et leur physique est très bas. швидко. Немає в них можливості Ils sont навіть très перепочити fatigués. спокійно пару годинок. On ne peut même pas se reposer quelques heures. Якщо резерви, про які ви говорите, не будуть вчасно підтягнуті, яка тоді перспектива? Ну, перспектива печальна, тому що противник буде активно просуватися далі. Bon, là, on va s'arrêter là. Là, la journaliste finit en disant bah, qu'est-ce qui va arriver si vous n'avez pas ces réserves. Et donc, lui, en gros, il dit que bah, la situation deviendra triste. Et bon, le reste de l'interview, c'est que bah, tout s'écroulera concernant le front. Voilà, et je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris le tableau. Alors là, un article très intéressant du Financial Times qui nous dit « Les nouvelles recrues de l'infanterie ukrainienne gèlent ». Bon, ça, c'est la traduction Google, hein, c'était « freeze » en anglais, ça veut dire « se fige » face à l'assaut russe. Alors, il se fige pourquoi? Comme on va le lire après, bah, de peur et de panique. Une formation inadéquate, l'épuisement professionnel et l'âge croissant des soldats affectent la survie sur le champ de bataille après la campagne de conscription. Bah oui, ils ont fait appel à énormément de conscrits pour compenser les pertes absolument colossales qu'ils subissent. Donc là, j'ai souligné pas mal de choses intéressantes. L'infanterie ukrainienne est la plus touchée. Ses troupes sont aux prises avec l'épuisement et le moral en baisse, ce qui conduit certaines d'entre elles à abandonner leur position et à permettre à la Russie de conquérir davantage de terrain selon les commandants de première ligne. Alors pour ceux qui me suivent assidûment, c'est pas le premier article qui dit ça. Je vous en ai montré au moins deux qui disaient déjà cela. Alors c'était principalement du Washington Post et du Wall Street Journal. Mais là c'est très intéressant, là on a le Financial Times. Et donc, bon, bah, tout se confirme et c'est bien parce que qu'on ait la vérité qui soit dite dans de très grands médias internationaux, de plus en plus dévoilés, ça c'est bien. Sur le front de Donetsk, 4 commandants, un commandant adjoint et près d'une douzaine de soldats de 4 brigades ukrainiennes ont déclaré au Financial Times que les nouveaux conscrits manquaient de compétences,
de combat de base, de motivation, et abandonnaient souvent leur position lorsqu'ils étaient sous le feu. Vous vous souvenez, je vous avais déjà montré un article qui disait exactement cela. Sauf que là, maintenant, ils en parlent parce que c'est tellement massif sur le front qu'ils sont obligés d'en parler. Les commandants ont estimé que 50 à 70% des nouvelles troupes d'infanterie ont été tuées ou blessées dans les jours suivant le début de leur première rotation. Vous vous imaginez un peu les pertes? Les commandants ukrainiens estiment que 50 à 70% des nouvelles troupes d'infanterie ont été tuées ou blessées dans les jours suivant leur première rotation. Vous imaginez? Quand les nouveaux arrivent sur leur position, beaucoup d'entre eux s'enfuient à la première explosion d'obus, a déclaré un commandant adjoint de la 72e brigade mécanisée ukrainienne qui combat près de la ville orientale de Ougledar, un bastion clé que les Russes tentent de contourner. Alors ça, cet article date de quelques jours, hein. La 72e brigade mécanisée ukrainienne qui était dans Ougledar et a été évacuée. Alors moi, je vous l'avais déjà annoncé il y a 2 semaines grâce à la députée de la Rada, Mariana Bezuglaya, qui dans un tweet avait déjà dévoilé que la 72e brigade, qui est une brigade d'élite, une des meilleures d'Ukraine, commençait déjà à s'enfuir. Et cela ne s'est pas fait sans mal, parce que comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines, je crois, lors de cette retraite, il y a eu énormément de morts dans la 72e brigade mécanisée. De hauts responsables ukrainiens ont déclaré qu'une récente campagne de mobilisation avait permis à l'Ukraine de mobiliser environ 30 000 soldats par mois depuis mai. Chiffre, à mon avis, exagéré, mais bon. Date à laquelle une nouvelle loi sur la conscription est entrée en vigueur. Ce chiffre est comparable au nombre de soldats que la Russie a pu recruter en offrant d'importantes primes et des salaires généreux. Alors pour que le Financial Times admette les chiffres donnés par les Russes, parce que les 30 000 soldats par mois, c'est ce que disait Sergei Shoigu depuis des mois et des mois déjà. Pour que ça soit accepté par l'Occident, c'est que ça doit être vrai, c'est-à-dire que les Russes disent vrai. Par contre, les 30 000 soldats par mois depuis mai, moi tout ce que je lis du recrutement ukrainien et dont je vous avais montré moult et moult articles, même de grands journaux ukrainiens, et des vidéos, les 30 000 soldats par mois, j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas du tout même. Parce que même des recruteurs ukrainiens disent qu'ils désertent massivement, dans le sens ceux qui doivent être recrutés ne viennent pas. Ben oui, ils ont peur pour leur vie. Je vous avais déjà montré à moult reprises des articles venant d'Ukraine qui disaient qu'ils fuyaient en masse. Donc les 30 000 soldats par mois, j'y crois pas du tout. Hein. C'est beaucoup moins, je le pense tout du moins. Mais les commandants sur le terrain et les analystes militaires ont averti que les troupes nouvellement recrutées ne sont pas très motivées, ne sont pas préparées psychologiquement et physiquement, et sont tuées à un rythme alarmant. Vous vous rendez compte un peu de cet aveu? Ils sont tués à un rythme alarmant. Ça voudrait dire que Zelensky nous aurait menti depuis le début quant au fait que les Ukrainiens tuent infiniment plus de Russes que les Russes des Ukrainiens. On nous aurait menti. Parce que là, c'est dévoilé directement par des commandants ukrainiens. Voilà. Alors comment les soldats ukrainiens peuvent massacrer massivement des soldats russes si on a ce type de contexte dans l'armée ukrainienne? Rappelez-vous tous les articles que je vous ai déjà montrés depuis déjà 1 an et demi, hein. Voilà, qui dit tout l'inverse en gros. Hein. Un commandant dont l'unité défend les positions autour de Kurakovie, où les forces russes ont progressé ces dernières semaines, a déclaré que certains hommes se figent parce qu'ils ont trop peur de tirer sur l'ennemi. Et ce sont alors eux qui partent dans des sacs mortuaires ou sont gravement blessés. Voilà, bon.
Ça, c'est quand même tragique, hein. Après des périodes de combat difficiles, de nombreux nouveaux conscrits désertent, ont indiqué les commandants. Certains reviennent tellement choqués et épuisés qu'ils sont internés dans des services psychiatriques. Vous vous rendez compte? Je vous avais déjà parlé de ça il y a peut-être 7 ou 8 mois, où je vous avais dit que dans une ville assiégée, malheureusement je me souviens plus laquelle, c'était il y a trop longtemps, je vous avais dit qu'un des gros problèmes qui avait été soulevé par le gouvernement de Kiev, c'était que de trop nombreux soldats étaient soudainement addicts aux jeux sur leur smartphone. Alors c'est des jeux de paris. Comme ils pensaient qu'ils allaient mourir, eh bien, ils pariaient sur leur jeu dès qu'ils avaient quelques minutes de pause. Eh bien, ils pariaient sur leur smartphone, ce qui faisait qu'ils se dépossédaient de leurs revenus, pensant qu'ils allaient mourir de toute manière. Et ça avait été un tel problème que le gouvernement de Kiev a dû réagir en interdisant à la source, donc au niveau Internet, tous ces organismes de paris en ligne qui faisaient que les soldats se ruinaient. Alors en fait, ils ont découvert que c'était quelques oligarques ukrainiens qui avaient monté ces paris en ligne justement en jouant sur cette corde psychologique des pauvres soldats ukrainiens qui étaient piégés sur le front. Ils savaient que ça allait être comme ça, ils en ont profité. Alors la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement de Kiev les a arrêtés. Donc ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Plusieurs rotations ratées au cours des derniers mois ont permis à la Russie de gagner plus facilement que prévu, donc d'avancer plus facilement prévu que vers Pakrovsk. Les soldats expérimentés sont tués trop rapidement, a déclaré un autre commandant du front de l'Est, pour être remplacés par des hommes, pour la plupart plus âgés, sans expérience et en moins bonne forme physique. Imaginez-vous, vous avez des soldats expérimentés qui, d'après les commandants ukrainiens, sont tués trop rapidement. Alors, on ne comprend plus, qu'est-ce qu'il leur faut pour qu'ils soient pas tués trop rapidement? Il leur faut des super soldats, puisque même les soldats expérimentés sont tués trop rapidement. Et en plus, cerise sur le gâteau, d'après les commandants ukrainiens toujours, ils sont remplacés par des hommes plus âgés, sans expérience et en moins bonne forme physique. Alors bah oui, nul étonnement que il y ait énormément de morts, et comme ils le disent, de manière très alarmante. Bah oui, là on peut le comprendre. L'âge est une préoccupation majeure. L'âge moyen d'un soldat ukrainien est de 45 ans. Vous vous souvenez, il y a 7 ou 8 mois, on disait que l'âge moyen était de 43 ans. Là, il est passé à 45 ans. En réalité, moi, d'après ce que je lis des rapports ukrainiens, il est passé en réalité à 47 ans et non pas à 45 ans. Un ancien officier ukrainien qui dirige le groupe d'analyse Front Intelligence Insight a mis en cause des problèmes systémiques de longue date qui n'ont pas été résolus pendant des années, composés en grande partie d'anciens civils mobilisés. L'armée ukrainienne est dirigée par des officiers et des généraux qui ont commencé leur carrière à l'époque soviétique et n'ont jamais été au combat, a-t-il déclaré. Alors pourquoi j'ai souligné ça? Alors ça, c'est rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est depuis le début de la guerre, c'est comme ça. Mais moi, je comprends pas, parce que moi, tous les articles que je vous ai montrés depuis 2 ans et demi, du New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, etc., et j'en oublie bien d'autres, et les journaux surtout ukrainiens, c'est-à-dire The Kyiv Post, The Kyiv Independent, Ukraine Forum, etc., ils se vantaient d'envoyer les responsables militaires ukrainiens qu'ils envoyaient à l'appel pour être formés en Pologne, en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, justement pour éviter cela. Donc moi, ça fait 2 ans, on va dire, allez, environ 2 ans, que je lis que les grands responsables militaires, ça fait depuis belle lurette qu'ils ont été formés par l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que
bah, on nous aurait menti qu'ils n'ont pas été envoyés en formation pour l'OTAN, c'est-à-dire en Allemagne, en Angleterre principalement et aux États-Unis. Bah moi je comprends plus, on nous aurait menti. Ou alors, depuis tout ce temps que les médias nous disent cela, ils ont bien été envoyés, mais ça veut dire quoi? L'autre option, ça veut dire quoi? Que les formateurs de l'OTAN sont complètement nuls et que, bah oui, normalement, bah, ce qui est logique, puisque les formateurs de l'OTAN, ils n'ont pas 80 ans, ils n'ont pas fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale hein, non plus, ou la guerre du Vietnam. Donc ça veut dire que eux aussi, les formateurs de l'OTAN, ils n'ont jamais combattu sur le front, ils n'ont jamais été au combat. Bah oui, hein, aucun formateur de l'OTAN n'a été au combat. Hein. Voilà. Donc ceci expliquerait cela. Voilà, ça c'était ma petite analyse personnelle. C'est pour ça que je vous avais mis ça en jaune. Certains d'entre eux ne savent même pas tenir leur fusil. Tiens, je vous avais déjà montré un article qui disait cela. Ils épluchent plus de pommes de terre qu'ils ne le tirent de balles, a-t-il dit, donc un commandant ukrainien, ajoutant qu'il avait acheté du matériel de paintball pour remplacer les fusils et les balles réelles, afin que les nouvelles recrues puissent s'entraîner davantage sans gaspiller de précieuses munitions. Vous vous rendez compte jusqu'où ils en sont arrivés quant aux munitions pour les Ukrainiens? C'est une pure catastrophe, une pure catastrophe. Et on va s'arrêter là. Donc vous voyez que l'État ne fait que se dégrader et qu'on atteint un niveau tellement catastrophique qu'on peut dire que l'effondrement est imminent. Là, on peut se dire que l'effondrement ukrainien est absolument imminent. Là, un article très intéressant de Eurasia Daily, c'est-à-dire un grand journal asiatique, qui nous dit « Un commandant de bataillon de la 123e brigade du TRO Grib s'est tiré une balle dans la tête après que la brigade ait fui ses positions. » Donc là, c'est d'après le journaliste ukrainien Volodymyr Boyko. Le commandant de bataillon de 33 ans du 86e bataillon de la 123e brigade de la TRO, Igor Grib, s'est suicidé le 2 octobre après que son bataillon ait fui des positions près d'Ougledar, ce qui a conduit à la perte définitive de la ville. C'est ce qu'a rapporté le journaliste Volodymyr Boyko qui sert dans les forces armées ukrainiennes. Selon lui, le commandant du bataillon s'est tiré une balle dans la tête après la formation. Lorsque les militaires se sont dispersés, ils ont entendu un coup de feu. Aujourd'hui, on a appris qu'une centaine de militaires du 187e bataillon, de la 123e brigade, de la TRO, ont refusé d'exécuter l'ordre et ont quitté leur position près d'Ougledar. Alors c'est l'ordre de rester positionné et de se battre jusqu'au bout, hein, c'est ça. Selon la chaîne de télévision publique, ils ont organisé un rassemblement à Vozenseksk, dans la région de Nikolaïev, pour dénoncer le manque de préparation et d'armes pour participer aux hostilités. J'ai demandé à plusieurs reprises, même à mon poste dont j'étais responsable. On m'a demandé de fournir des mitrailleuses et des mitrailleuses. On m'a répondu que nous n'en avons pas, nous ne pouvons pas en fournir. Et puis le Donbass, mais avec quoi? Donc en gros, c'est sous-entendu pour défendre le Donbass, mais avec quoi? A déclaré l'un des participants à l'événement. Donc vous pouvez voir que ce qu'on peut lire là, c'est absolument terrible et explique bien des choses là concernant Ougledar, mais vous vous doutez bien que c'est un petit peu partout sur le front côté ukrainien. N'oublions pas l'effondrement dont je vous parlais côté ukrainien sur tout le front. Alors évidemment, c'est pas à 100% partout comme ça, mais ça c'est caractéristique, c'est typique des rapports que l'on peut lire, en particulier sur Telegram, concernant l'état de l'armée ukrainienne un peu partout sur le front. Alors là, on va regarder un article de Military Watch Magazine, qui est un gros site militaire américain, qui nous dit « Les recrues ukrainiennes n'ont survécu que quelques jours, mal formées et sujettes à la panique.
selon des sources britanniques. Donc là, il nous cite un exemple sur le front, mais c'est un exemple très représentatif, comme on l'a vu précédemment dans le Financial Times, très représentatif de tout le front ukrainien, parce qu'en réalité, ça se passe comme ça sur presque l'entièreté du front. L'armée ukrainienne souffre d'un déclin continu des capacités de ses unités de première ligne, car les pertes parmi les unités entraînées et expérimentées ont alimenté une dépendance croissante à l'égard des unités de conscrits aux capacités opérationnelles très limitées. Bah oui, quand vous voyez les méthodes de recrutement de l'armée ukrainienne qui sont très, très dures, pourrait-on dire, bah rien n'est étonnant. Des rapports sur l'insuffisance des normes de formation des unités de première ligne ont fait surface à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années. Le Wall Street Journal a rapporté à la mi-2023 que l'armée ukrainienne recrutait des hommes pauvres dans les villages, leur fournissait des fusils et des uniformes de l'ère soviétique et les envoyait au front après seulement 2 nuits dans une base. Tiens, qu'est-ce qu'on lit là? Et ça, c'était le Wall Street Journal à la mi-2023. Bah tiens, moi je vois là une inversion accusatoire. Bon là il se trouve que c'est un site militaire, donc il y a une plus ou moins grande objectivité quand même. Mais dans nos grands médias, pendant 1 an et demi, 2 ans, qu'est-ce qu'on nous disait? Bah on nous décrivait cela, mais côté russe. On nous disait que ça c'était les Russes. Hein, et là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ah bah non. Ouais. Là, je l'avais pas vu, le Wall Street Journal, à ce moment-là. Bah non, c'est du côté ukrainien. Tiens. Eh bien, c'est ce que je vous disais il y a plus de 2 ans. Voilà. Sauf qu'avec d'autres sources, des sources beaucoup plus anonymes, comme Alexander McCurry, Simplicus the Thinker, quoi, mes sources que vous connaissez déjà, si vous me suivez depuis un moment. Donc, voilà, donc très très grave comme situation, vous vous rendez compte, ils recrutaient des hommes pauvres dans les villages, leur donnaient des fusils, des uniformes de l'ère soviétique et les envoyaient au front après seulement 2 nuits dans une base. Ça, c'est en mi-2023. La date est importante. Hein. Lorsque certains conscrits ont cherché à signer un refus officiel au motif qu'il manquait de formation adéquate, le sergent-major ukrainien a répondu « Bakhmout vous apprendra ». Bakhmout, hein, le hachoir à viande. Ne l'oublions pas. Hein. Une référence à la ville de première ligne au centre des combats à l'époque. L'un d'entre eux s'est souvenu avoir protesté en disant qu'il n'avait jamais tenu une arme auparavant. Le Wall Street Journal a ajouté que Kiev avait envoyé des soldats mobilisés et des unités de défense territoriale, parfois avec une formation et un équipement inégaux, sur les lignes de front, dans un effort pour préserver les brigades formées et équipées par l'Occident pour une offensive largement attendue. Les pertes massives parmi les unités entraînées lors des offensives suivantes qui ont commencé en juin 2023, donc ça c'est dans la région d'Orirov, hein, vous vous souvenez, ont encore accru le recours aux conscrits. Eh oui, dans la région d'Orirov et Rabotino. Ne l'oublions pas. Le lieutenant-colonel Vitaly Berezianian, officier supérieur de la conscription de la région ukrainienne de Poltava, a révélé le 15 septembre 2023 que les unités avaient subi des pertes extrêmes, observant, sur 100 personnes qui ont rejoint les unités l'automne dernier, 10 à 20 sont restées. Les autres sont mortes, blessées ou handicapées. Cela indique un taux de perte de 80 à 90% dans les unités de conscrits au cours de l'année écoulée. La déclaration de Berezianian était loin d'être isolée. L'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni et ancien ministre des Affaires étrangères Vadim Pristeiko ayant indiqué en avril des pertes de personnel catastrophiques. Depuis le début, notre politique est de ne pas parler de nos pertes,
Lorsque la guerre sera terminée, nous la reconnaîtrons. Je pense que ce sera un nombre horrible, avait-il observé à l'époque. Vous vous rendez compte, et ça c'est tiré d'un article du Wall Street Journal. Hein. Vous vous rendez compte un petit peu? Voilà. Et c'est que maintenant que tout cela sort. Alors, pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez déjà tout cela depuis très longtemps, puisque ça fait plus de 2 ans que je vous le dis. Mais là, ça y est, tout sort, tout sort. Et vous notez, hein, tout sort du côté américain, des médias américains. Hein. Ça sort jamais, ou très très rarement, des médias européens. C'était à souligner. Je vais finir avec un titre du Financial Times que je vous avais déjà montré la semaine dernière, mais qui résume tout. Briefing militaire, la Russie écrase les forces ukrainiennes sur le front de l'Est. Voilà, ça résume tout, c'est une conclusion adéquate. Ici un article intéressant de Eurasia Daily qui nous dit « Alaoudinov, les pertes irréparables de l'Ukraine ont dépassé 700 000 ». Alors ça date du 29 juillet 2024, donc on peut se douter que maintenant ce serait beaucoup plus. Alors c'est lui, Alaoudinov, alors je tenais à dire que lui c'est le chef des forces armées russes tchétchènes qui sont présentement positionnés dans l'oblast de Kursk, donc dans le sud, extrême sud-ouest de la Russie. Voilà, là où il y a la fameuse bataille de Kursk entre les Ukrainiens et les Russes. Voilà, donc lui, c'est lui qui s'occupe, qui est le chef dans l'oblast de Kursk. Le chef adjoint de la direction militaro-politique principale des forces armées russes, le commandant des forces spéciales Armat, Abti Alaoudinov, a déclaré que les pertes irrémédiables des forces armées ukrainiennes depuis le début de l'opération militaire spéciale jusqu'à aujourd'hui, fin juillet, s'élevaient à plus de 700 000 personnes. Alors comme je viens de vous le dire, maintenant ce serait beaucoup plus. Bon, ça c'est selon Abti Alaoudinov, mais ça correspond parfaitement aux chiffres que je vous donne tout le temps, toutes les semaines, du colonel McGregor, hein, l'ex-conseiller militaire senior de Donald Trump quand il était président. Donc les chiffres rejoignent parfaitement ceux du colonel McGregor. Alors attention, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Mais bon, il faut bien une source de référence. Et là, c'est une source de référence russe. Colonel McGregor, c'est une source de référence qui reprend les sources que lui a au Pentagone, puisque Colonel McGregor est à la retraite, mais il a toujours des contacts au Pentagone. Voilà, donc ça rejoint plus ou moins les estimations que moi j'ai avec les rapports aussi que je peux lire depuis 2 ans et demi. Donc, et ça rejoint aussi le pourquoi qu'il y ait si peu de pertes côté russe, d'après BBC Mediazona. Donc ça fait un tout cohérent du fait de la puissance russe militaire qui est écrasante comparée à la force militaire ukrainienne qui est une véritable débâcle au moment où je vous parle. Donc il y a un tout cohérent quand même. Donc là, nous allons voir 3 articles d'affilée de Eurasia Daily qui nous dit « Les forces armées ukrainiennes ont tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk avec une bombe aérienne française. » Donc là, c'était au 3 octobre. Donc là, vous voyez la photo. De la fumée s'échappe de l'endroit où les fragments de la bombe aérienne sont tombés. Les forces armées ukrainiennes ont tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk, mais la bombe aérienne française a été abattue par les forces de défense aérienne. La centrale nucléaire de Kursk a été attaquée par les forces armées ukrainiennes avec l'aide d'armes de l'OTAN, a écrit la chaîne Telegram MASH, tout en publiant des photos de la chute de fragments de bombes dans la ville des travailleurs nucléaires de Kochatov. Selon nos informations, le système de défense aérienne a réagi à une bombe aérienne française à 16h20 qui est tombée à 5 km de la centrale. Il y a maintenant un incendie, écrit la chaîne Telegram, ajoutant que la centrale nucléaire elle-même et ses infrastructures n'ont pas été endommagées. Cet été, les forces armées ukrainiennes bombardent activement
et frappe avec des drones les villes satellites et les installations des centrales nucléaires de Kursk et de Zaporojye. En août et septembre, le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, s'est rendu sur les sites pour se familiariser avec les conséquences de ces bombardements. Donc ça, c'était intéressant à noter. Et là, on peut voir que Zelensky est désespéré et tente des actes désespérés. Alors là, maintenant, on va passer aux informations diverses. On a toujours Eurasia Daily qui décidément fait un spécial Ukraine là, cette semaine, au 4 octobre. 18 000 mercenaires de 85 pays combattent dans les forces armées ukrainiennes, leur flux augmente. Dans la Légion internationale des forces armées ukrainiennes, 18 000 mercenaires de 85 pays combattent contre la Russie. C'est ce que a annoncé aujourd'hui le 4 octobre le directeur du FSB, Alexander Boltnikov, lors d'une réunion du Conseil des chefs des agences de sécurité et des services spéciaux de la CEI à Astana. Le nombre de la soi-disant Légion internationale de défense territoriale de l'Ukraine qui a atteint 18 000 personnes de plus de 85 pays du monde, y compris des États post-soviétiques, témoigne de l'ampleur du système d'approvisionnement des militants du front mis en place par l'Occident, a-t-il noté. Les militants, les miliciens ou mercenaires, on va dire, parce que ça c'est la traduction de l'anglais. Donc les mercenaires polonais, français et géorgiens sont particulièrement représentés en Ukraine. Ces derniers temps, le nombre de mercenaires des pays d'Amérique latine dans les rangs des forces armées ukrainiennes a augmenté. Une formation spéciale des mercenaires étrangers recrutés est menée dans les centres d'entraînement et les camps de l'OTAN en Pologne, en Lettonie et en Lituanie, a déclaré le chef du FSB. Information intéressante, mais c'est pas un scoop parce que ça fait longtemps que je vous le dis. Par contre, je ne savais pas que c'était d'une telle ampleur. Donc c'est intéressant à noter. Alors là, on va regarder un dernier article de Eurasia Daily qui a repris un article du Wall Street Journal. Et l'article du Wall Street Journal, c'était « Les Nord Stream ont été détruits par Zaloujny ». Alors d'abord, je vais vous faire un petit récapitulatif de la chronologie des accusations quant à qui a fait exploser les Nord Stream. Donc quand les Nord Stream ont explosé, tout l'Occident, surtout les États-Unis, l'Angleterre, la Pologne et l'Ukraine, ont immédiatement accusé la Russie, de manière catégorique. Ensuite, il y a eu Liz Truss qui s'est fait prendre la main dans le sac, a envoyé un SMS à Anthony Blinken environ 60 secondes après l'explosion des Nord Stream. Alors on a su qu'elle avait envoyé ce SMS parce que c'était sur son téléphone personnel non crypté qu'elle a envoyé ce SMS. Le SMS a été intercepté par le FSB et ça a été rendu public. Je dis bien ça a été rendu public. Donc ça, le monde entier a su que Liz Truss avait envoyé ce SMS et il n'y a personne en Occident qui a remis en cause ce qu'a dévoilé le FSB à l'époque, c'est-à-dire la Russie, quant à ce SMS qui disait « c'est fait ». Elle a envoyé ça environ 60 secondes après l'explosion des Nord Stream à Anthony Blinken. Et peu de temps après, Liz Truss a démissionné. Alors le prétexte c'était qu'elle était tellement mauvaise pour la gestion économique de l'Angleterre qu'elle a démissionné. Bon, bref. Ensuite, on a eu le rapport de Seymour Hersh qui accusait nommément, avec des preuves, selon Seymour Hersh, le grand journaliste américain, un des plus grands du monde d'ailleurs, et il accusait nommément la Norvège et les États-Unis, avec des preuves. Et en acteur secondaire, il accusait la Suède, le Danemark et même l'Allemagne. Alors l'Allemagne dans le sens qu'elle a joué les aveugles, hein. Alors que la Suède et le Danemark, ils ont mis la main à la pâte, hein. Moins que les Norvégiens et les États-Unis, bien sûr. Mais voilà ce que disait le rapport de Seymour Hersh. Ensuite, il y a eu une enquête de la Suède et dans sa conclusion, elle disait que non, ça ne pouvait pas être la Russie. Et après, les médias étaient dans le flou. Ensuite, on a eu le yacht, le petit yacht avec les 6 personnes, dont une femme,
qui ont saboté les Nord Stream. Donc voilà, c'était ça. Et à partir de là, quand il y a eu les 6 personnes, on a accusé, la CIA a accusé Valéry Zaloujny. Mais ça s'est très vite éteint, parce que Valéry Zaloujny était encore en poste, donc fallait pas trop éclabousser. Donc les médias en ont parlé que très vite fait en un filet, alors que supposément ça aurait été Zaloujny dans le dos de Zelensky, et ensuite l'affaire a été enterrée pendant près d'un an, hein, quasiment un an, puisque Zaloujny, je vous le rappelle, quand il y a eu cette affaire qu'il accusait, il était pleinement chef d'état-major. Donc on ne pouvait pas lui cracher dessus, vu qu'il était vu comme un héros en Ukraine. Donc il fallait pas trop lui cracher dessus. Là maintenant qu'il a été viré et qu'il est ambassadeur ukrainien à Londres, là la CIA recrache dessus. Voilà. Et donc là, que nous dit Wall Street Journal? L'édition américaine du Wall Street Journal, citant des sources anonymes, affirme que la CIA a exigé que Volodymyr Zelensky annule l'ordre de saboter le Nord Stream, ce qu'il a accepté, mais le général ukrainien Valéry Zaloujny a désobéi à son ordre. La CIA a exigé que le bureau de Zelensky arrête l'opération, écrit le Wall Street Journal, citant des sources américaines, ukrainiennes et européennes. Et on apprend en dessous que Zelensky avait agi sous les ordres de Washington. Donc c'est un imbroglio, comment la CIA, Washington, essaye de se dépêtrer de l'enquête des Nord Stream, parce qu'on sait très bien que c'est les États-Unis qui ont fait exploser les Nord Stream, vu que Joe Biden l'avait annoncé lors d'une conférence internationale qu'il allait faire exploser les Nord Stream, et peu de temps après, Victoria Nuland avait elle aussi dit que les Nord Stream allaient être détruits. Quoi qu'on fasse, voilà, les États-Unis allaient détruire les Nord Stream. Ça a été dit par Joe Biden et ça a été dit par Victoria Nuland. Voilà. Bon, après, les Nord Stream ont été détruits. Donc, on sait tous que ce sont les États-Unis, mais on voit que les États-Unis essayent de se dépêtrer en accusant l'Ukraine, pour ne pas que eux soient touchés. Alors, évidemment, c'est un scénario complètement ridicule. Et ça nous rappelle d'ailleurs le meurtre odieux de Daria Dugina en Russie. Et les Russes à cette époque-là donc avaient accusé nommément la CIA et le SBU. Et quelques jours après, dans le New York Times, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que la CIA rejette la faute entièrement sur le SBU en disant non, nous, la CIA, on n'a rien fait, c'est le SBU tout seul qui a fait ça, nous, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Donc comme vous pouvez le voir, vaut mieux pas être un allié des États-Unis, hein, parce que un jour ou l'autre, de toute manière, vous allez recevoir un coup de poignard dans le dos des États-Unis. Ils ont fait ça à tous leurs alliés, sans exception. Donc c'est toujours comme ça avec les États-Unis. Eux ne doivent jamais être impliqués. Par contre, ils sont toujours prêts à sacrifier un allié pour qu'il soit bien vu dans la presse internationale et que eux n'aient jamais rien à se reprocher. C'est toujours comme ça avec les États-Unis. Bref, là c'est un énième épisode des Nord Stream complètement ridicule qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Mais bon, on connaît tous la vérité. On sait très bien que ce sont les États-Unis qui ont fait exploser les Nord Stream. Là, on a Politico qui nous dit le ministre ukrainien de la Défense limoge 3 de ses adjoints lors d'un grand remaniement. Rustem Umerov a déclaré que Kiev allait commencer à réformer le système d'acquisition de matériel de défense. C'est lui, Umerov. Donc la semaine dernière, il devait en limoger 2 de ses directeurs adjoints. Là, maintenant, c'est 3. 3 directeurs adjoints. Lors de la grande purge là, décidée par Zelensky, il n'arrête pas de purger son gouvernement. Et peut-être que le prochain, ce sera Umerov lui-même. Donc là, c'était juste pour vous montrer que rien ne va plus dans le gouvernement ukrainien. Je disais la semaine dernière que les rats quittent le navire qui est en train de couler. Et apparemment, ça se passe réellement. Hein. C'est ce qui a été annoncé la semaine dernière. Eh bien, se passe réellement. La grande purge continue. Ou alors, les grandes démissions continuent. Encore une fois, les rats quittent le navire.
Alors là, un article intéressant de Ukraine Forum, le journal ukrainien, qui nous dit l'Ukraine va acheter 12 obusiers César supplémentaires à la France. Alors déjà, on ne sait pas quand les obusiers vont pouvoir être livrés, étant donné la lenteur de fabrication d'un obusier César, hein. Donc avant la guerre, ça mettait 3 ans. Maintenant, paraît-il qu'ils arrivent à en faire un complet en 1 an et demi. Bon, nous verrons bien, mais ce qui m'a fait sourire, c'est que l'Ukraine ne remboursera jamais quoi que ce soit de sa dette et de tout ce qu'elle a acheté, elle ne remboursera jamais rien. Tous les rapports que j'ai lus des économistes concernant les affaires de l'Ukraine avec l'OTAN, bon bref, l'Europe et les États-Unis, tout le monde est d'accord pour dire que l'Ukraine ne remboursera jamais rien. Donc, en exagérant un tout petit peu, on pourrait très bien dire que la France donne 12 obusiers César à l'Ukraine. Ce serait un peu moins hypocrite, selon moi. Enfin bref, c'en est terminé pour les articles. On va passer à la conclusion. Alors, que peut-on dire en conclusion? Eh bien, tout d'abord, on a Ougledar qui est tombé. Donc, en réalité, c'est un événement absolument énorme, bien qu'attendu de longue date, et absolument inéluctable, tout du moins pour ceux qui me suivent régulièrement. Pour vous, aucune surprise, aucune. Par contre, je vous avais averti il y a déjà bien longtemps que si Ougledar tomberait, ce serait un choc terrible pour les Ukrainiens, et je dis bien pour les Ukrainiens, puisque Ougledar, on en parlait beaucoup dans les informations ukrainiennes, à la télé et à la radio, comme étant le symbole de la résistance, comme je ne cesse de vous le répéter depuis déjà longtemps. Ce symbole est tombé, évidemment ça fait très très mal. J'ai noté que dans les formats internet, Ukraine Forum, The Kyiv Independent, etc., etc., on en parlait très peu du fait qu'Ougledar soit tombé. Évidemment, hein, le but quand même des médias, c'est de pas trop en parler pour éviter de démoraliser le peuple ukrainien. Mais ça passe quand même dans les médias puisqu'ils sont bien obligés d'en parler. Alors moi je le vois par la télévision ukrainienne via le canal Telegram qui car des blogueurs ukrainiens prennent des extraits de la télévision ukrainienne et donc les mettent sur Telegram. Donc je peux voir qu'à la télévision ukrainienne, on en parle. Alors il y a bien entendu Mariana Bezuglaya, la fameuse rebelle députée de la Rada qui en a parlé sur son compte Twitter, bien évidemment. Alors pour la petite info, la petite anecdote, Mariana Bezuglaya, aux dernières nouvelles, a fait plus partie du Conseil de sécurité ukrainien. C'était à rappeler, hein, pour ceux qui me suivent, vous connaissez très bien ce personnage haut en couleur, rebelle, qui veut absolument dire la vérité aux Ukrainiens quant à ce qu'il se passe sur le front. Bref, donc Ougledar est tombé, terrible choc pour l'Ukraine. Dans les grands médias occidentaux, on essaye de minimiser la prise d'Ougledar, alors qu'en fait, c'est absolument énorme sur le plan stratégique, tout du moins concernant le sud du front à l'ouest de Donetsk. Bref. Quant à Zelensky, Zelensky il est revenu bredouille de New York, hein, tout lui a été refusé. On lui a juste dit avec une tape sur l'épaule, ne t'inquiète pas, on va quand même te donner quelques milliards de dollars. Mais bon, Zelensky, il n'a que faire de quelques milliards de dollars. Lui, ce qu'il voulait, c'est une autorisation de frapper en profondeur en Russie avec des missiles longue portée. Et c'était ça, parce que pour lui, c'était ça qui pouvait changer la donne. Ainsi que, alors là, ça aurait été dans ses rêves les plus fous, que l'OTAN intervienne directement sur le sol ukrainien. Bon, ça n'avait strictement aucune chance. Par contre, le fait qu'on lui donne l'autorisation de frapper en profondeur en Russie, là, il y avait un flottement. Il y avait un flottement. Même si le Pentagone, Lloyd Austin, Jake Sullivan, Patrick Ryder, aussi appelé Pat Ryder, le porte-parole du Pentagone, disait non, 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 non. Bon,
ça flottait dans les airs quand même, hein. Bon, là, ça y est, c'est terminé, terminé. Ce qui veut dire que le plan de la victoire de Zelensky tombe complètement à l'eau, comme il se devait, puisqu'il ne pouvait en être autrement, parce que là, aux dernières nouvelles, en plus, Zelensky a réitéré qu'il se battrait jusqu'à la victoire, qu'il ne lâcherait aucun territoire, y compris la Crimée. Donc là, on est dans le délire le plus total, parce qu'il revient de New York complètement bredouille, il n'a rien, son plan de la victoire tombe à l'eau, il a insulté le Brésil et la Chine, allez, allons-y, pourquoi pas, pendant qu'on y est, on va jusqu'à ce niveau-là de bêtises diplomatiques, donc il revient, et c'est une catastrophe, et voilà ce qu'il dit comme annonce, quoi. Alors moi, étant donné que je connais très bien l'historique de Zelensky et surtout d'où il vient, et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs, je pense qu'il est obligé de jouer cette comédie-là de gars qui lâche rien, tenace. Quoi, là, c'est plus de la ténacité, là, c'est du grand n'importe quoi, là. Mais bon, bref, je pense qu'il est obligé parce que ne l'oublions pas, et encore une fois, je vous le dis depuis plus de 2 ans, il est menacé par le bataillon Azov. Et moi, j'ai vu, il y a encore 2 mois et demi à peu près, presque 3 mois, j'ai déjà vu des vidéos du bataillon Azov qui menaçaient directement Zelensky, donc avant qu'il parte à New York, qui menaçaient Zelensky et tout le gouvernement ukrainien, que si le gouvernement ukrainien ou Zelensky lâchait du lest quant à la Russie, eh bien, le bataillon Azov n'hésiterait pas à se retourner contre le gouvernement de Kiev et tuerait tout le monde. Et ça a été annoncé par le grand chef du bataillon Azov, le grand chef de toute l'Ukraine, hein. Voilà, donc il a carrément fait une vidéo à visage découvert et il a dit ça directement, voilà, tranquillement. Et ça, les médias n'en ont pas parlé. Étonnant, non? Je plaisante hein, quand je dis étonnant. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur Zelensky. Et maintenant, concernant le front, je vous l'ai décrit de long en large, hein. C'est une véritable catastrophe, comme chaque semaine. Et chaque semaine passant, la catastrophe est toujours plus grande. Et comme chaque semaine, je vous redonne à chaque fois l'image de cet homme qui tombe au ralenti et qui est filmé en train de tomber au ralenti, eh ben, c'est l'image du front ukrainien. C'est-à-dire que là, la face de l'homme par rapport au sol, c'est plus que quelques centimètres. Et maintenant, il n'y en a plus pour longtemps avant que tout le front s'effondre. Puisque si vous avez été attentif et regardez bien vous avez bien regardé toute la vidéo, tous les articles que je vous ai montrés, eh bien vous voyez que comme chaque semaine, lentement, on se rapproche de l'effondrement total et les grands médias, chaque semaine, sont de plus en plus ouverts pour dire la vérité sur le front. Ça y est, le coup du dernier espoir, de l'arme qui va changer la donne, c'est terminé. Toute cette communication, ce narratif, cette propagande a été abandonnée par tous les médias. C'est terminé. La dernière arme qui allait changer la donne, c'était les F-16. Ça y est, même ça, c'est terminé. On n'en parle plus. Les F-16 ont fini à la poubelle. Bien évidemment, surtout après qu'un F-16 a été détruit par un missile patriote, voire 2 missiles patriotes, comme ça a été révélé par le député Mariana Bezuglaya de la Rada, qui avait dévoilé cette vérité, et qu'en plus dans ce F-16, eh bien, il y avait soi-disant le meilleur pilote ukrainien, une vedette qui a été à Washington, qui a serré la main à Joe Biden. Bon, bref, le pilote vedette en plus a été tué. Donc évidemment, le F-16, on n'en parle plus, c'est terminé. Et contrairement à l'habitude, il n'y a plus d'autres armes qu'on va sortir du chapeau. Les F-16, c'était les derniers.
Il y avait évidemment l'arme de Zelensky, c'est-à-dire des armes à longue portée pour frapper en profondeur en Russie. C'était le dernier lapin sorti du chapeau. Mais lui, il n'est jamais sorti du chapeau. Alors que les F-16, si, apparemment, il y en a eu entre 4 et 6 livrés en Ukraine, apparemment, et encore, et encore. Je n'ai pas vu de preuve. Je n'ai pas vu de preuve. Mais c'est ce qu'on dit, tout du moins. Bon, bref. Voilà donc le front catastrophe, diplomatiquement pour Zelensky, catastrophe. Il revient avec strictement rien, tout est catastrophique. Bref, que dire de plus? Et il revient avec en plus une prise doublée d'art. En plus de cela, donc vraiment les mauvaises nouvelles ne font que s'accumuler, c'est absolument terrible. Et ce seront mes derniers mots, et bien évidemment, un Zelensky furieux, désespéré, qui est malheureusement entre l'enclume et le marteau, puisque, je vous l'ai dit, il y a le bataillon Azov qui le menace directement. Ça expliquerait aussi pourquoi cette folie de Zelensky de toujours aller de l'avant. Ça expliquerait pourquoi. Parce que moi qui l'ai connu avant sa campagne présidentielle, et quand il a pris le pouvoir, le Zelensky qu'on a connu à ce moment-là, quand il a pris le pouvoir, et que à 2 reprises, il a voulu capituler, entre guillemets, hein, négocier, capituler comme vous voudrez, face à la Russie à 2 reprises, Zelensky, c'est pas un fou de guerre à la base, hein. Donc c'est pour ça que je suis intimement persuadé qu'en fait, il joue sa vie, hein. Il joue sa vie, hein. Il y a 2 semaines, je crois, je vous avais dit qu'il y a eu une personne, quoi, un responsable, pas le chef du bataillon Azov, mais un responsable du bataillon Azov qui a dit que si Zelensky n'allait pas jusqu'au bout, il le pendrait, et il a donné le nom d'une grande avenue à Kiev. Alors je me souviens plus du nom, mais il a dit qu'il le pendrait dans cette avenue-là. Donc vous voyez, j'ai envie de vous dire, le pauvre Zelensky, marionnette, acteur de série, de film, Zelensky posé là par la CIA, par Washington, donc, suite à un coup d'État américain à Kiev. Bon, il a accepté le poste, il a joué la comédie, il a vu que la vraie vie, ben, c'était beaucoup plus dur qu'une comédie, puisque dans sa série, il jouait justement un président ukrainien. Mais oui, mais dans la série, il tuait tous les députés avec une mitrailleuse. Ça, c'est là pour la petite anecdote. Mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et à mon avis, il n'emmène pas large. C'est pour ça que je vous dis, le pauvre Zelensky. Bah, je me doute que si lui et sa famille sont menacés de mort, sa position est très difficile. Bref, je m'arrête là parce que comme d'habitude, je suis trop long. Et on va passer à la carte militaire. Voici la carte militaire et comme d'habitude, on va commencer par le sud. Donc là, au niveau de Kherson, dans l'oblast de Kherson, il y a un nettoyage des îlots qui sont en train de se faire par les Russes. Mais ils ne tuent pas des centaines de soldats ukrainiens, ils en tuent 5 par-ci, 2 par-là. C'est ce que j'ai lu dans les rapports russes. Donc vraiment, là, ils font que du nettoyage, hein, histoire qu'ils soient tranquilles, je le suppose tout du moins. Là, dans l'oblast Zaporojye, on a des informations assez intéressantes puisqu'il y a il y a un conglomérat là, qui est en train de se faire des forces russes entre Rabotino et Tokmak.